Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et aujourd'hui, je m'attaque dans un des shows auxquels j'ai vu récemment. Pour commencer, j'ai vu que le show de la WWE. Je n'ai pas encore vu le show de la AEW, celui de Grand Slam en Australie, vu comment je n'ai pas vu forcément trop les résultats et la vidéo au passage. Donc, en plus, c'était en direct sur HBO Max et que j'ai pas été à temps pour le voir. Pareil pour le show auquel on va parler que ce soit sur WWE Network ou Netflix. Je les ai pas vus en direct, mais j'ai vu dans un des highlights, bien sûr sur YouTube également. Et ce show auquel je vais parler, c'est bien sûr de WWE. NXT Vengeance Day 2025. Donc c'est ce show auquel on va parler aujourd'hui. Euh, je vais pas trop dire si c'était bon ou mauvais parce que c'est rare quand c'est mauvais et c'est rare quand c'est très bon. Mais là j'ai pas trop d'avis là-dessus, si ce n'est que la plupart des matchs étaient cool. Donc voilà. Je vais quand même m'attaquer sur ben, un des matchs en particulier, et vu comment je regarde la carte, il y en a 6. Et le premier, c'est pour le titre féminin nord-américain d'NXT de la WWE. Stephanie Vaquer contre Fallon Henley, accompagnée par The Fatal Influence, dont les membres sont Jasmine Nix et Jessie Jane. Et à eux trois forment le Fatal Influence. Si vous voulez, c'est un peu les trois femmes fatales et qu'elles sont, on va dire, sexy, belles et méchantes. Voilà, voilà comment on pourrait résumer. Dans ce match-là, pas mal de spots échangés entre Stephanie et Fallon, même si je trouve que Fallon Henley, elle a ces fameux petits movesets, certes qui sont pas très innovants, mais qui font un peu le taf et qui font quand même un peu réagir. Pas trop, mais quand même. Et quant à Stéphanie Vaquer, eh ben elle, c'est de la pure voltige lucha, et auquel on ne peut qu'être ébloui par son catch, clairement. Mais bien sûr, le match ne pourrait pas être aussi tranquille sans avoir une intervention des Fatal Influence. Vu comment, dans le dos de l'arbitre, il est possible que elle se fasse attaquer, Stéphanie Vaquer, par Fallon Henley. Non, Fallon Henley, c'est déjà fait pendant le match. Mais ce que je voulais dire, c'est par Jasmine Nix et par Jessie Jane. Donc, bien sûr, quand il y a le dos tourné, mais quand l'arbitre n'a pas le dos tourné, eh bien, c'est Stéphanie Vaquer qui s'occupe de ces deux-là pour être tranquille. Même si on va appeler ça comme ça, même si c'est pas le cas. Et que Fallon Henley, opportuniste en bonne île qu'elle peut être, elle pense avoir la victoire bah, au bout des doigts, mais non. Mais non, vu comment elle a été, on va dire, un peu martyrisée par Stéphanie Vaquer, par la puissance de Stéphanie Vaquer, et qu'elle utilise ces fameuses prises auxquelles elle est réputée dans le circuit de lucha libre. Et surtout, elle clôture le match, Stéphanie Vaquer, avec son genre de... Je sais pas si on peut appeler ça un moonsault, mais en tout cas, on sait que c'est un saut tire-bouchonneux. Enfin, un saut en tire-bouchon qui fait l'effet d'un splash. Mais je ne connais pas le nom de la prise. Je sais que je l'ai déjà dit dans Halloween Havoc, mais... Ah, il n'est pas évident. Il n'est pas évident à retenir. C'est... Ah, c'est pas évident. Mais je sais qu'elle a aussi le package backbreaker ou neckbreaker, ça dépend de comment elle le porte. Mais là, elle clôture ce match avec ce saut en tire-bouchon. Et que c'est elle qui remporte le match et qui est la nouvelle championne féminin nord-américain. Donc c'est victoire de Stephanie Vaquer qui remporte un titre à la WWE. Et je pense que ça pourrait bien faire l'affaire
je trouve. Surtout quand c'est Stéphanie Vaquer, vu comment elle peut faire des très bons matchs. Donc pour moi, c'est un peu mérité pour elle. Même si vous allez peut-être dire, ouais, il y en a d'autres qui méritent largement mieux qu'elle. Moi, je trouve que Stéphanie mérite, honnêtement. Donc voilà, tout est dit. Maintenant, le match numéro 2, c'est un match par équipe pour le titre NXT. Et que c'est The Fraxium, donc Nathan Fraser et Axiom, qui affrontent Josh Briggs et Yoshiki Inamura, un catcheur de la Pro Wrestling Noah, et auquel Josh Briggs l'a rencontré à la Noah, justement. Et du coup, les deux veulent former une équipe. Pardonnez-moi. Un peu le hockey et un peu l'heureux, donc je m'excuse. Donc je disais, ils veulent former une équipe, aux États-Unis notamment à la WWE, pour peut-être tenter leur chance à devenir champion par équipe. Face à Diffraction, j'aurais pas dit non s'ils auraient gagné les ceintures, j'aurais pas dit non. Mais pour l'instant, personne peut encore les détrôner et je vais vous dire pourquoi. Il s'est passé tellement de choses dans le match et c'est que de la rapidité, bah, que de la voltige un peu facile, mais sinon rien de trop raconté si ce n'est que euh, les deux, on va dire, petits voltigeurs, donc Axiom et Nathan Fraser, veulent bien sûr battre une autre équipe, à la personne de Briggs et Inamura, et et qui vont tellement trop vite que même ben, les challengers avaient du mal à suivre. Même si leur style c'est plutôt de la bagarre à l'ancienne, du puroresu et petite technique de Inamura. Mais sinon, c'est pas les challengers qui remportent les titres, mais c'est toujours les champions qui conservent et qui battent les titres. Bien sûr, avec les prises et changements à deux, et parfois même des voltiges et prises en stéréo. Mais sinon, ce match m'a pas tant surpris que ça. Si ce n'est que c'est victoire de Nathan Fraser et de Axiom. Et à la fin du match, eh bien, ils se font attaquer par une nouvelle équipe qui ressemble un peu à Rétribution, vu comment ils ont un peu le style de Rétribution et que je peux vous le dire, peut-être que ça sent l'échec à plein nez de cette faction. Je sais pas pour vous, mais après peut-être que je les sous-estime, hein. Et je sous-estime aussi les bookers de booker des catcheurs qui veulent un peu les ressembler à peu près de bout en bout à Rétribution. Mais quelque part, ouais, ça sent un peu le fiasco. Et ça, c'est que ma façon de parler. Eh bien, ils attaquent les catcheurs, ils attaquent les champions par équipe, même les challengers qu'ils avaient combattus. Bref, ils attaquent tout le monde, alors qu'ils ne sont que 4 au passage. Donc, ouais. Et vous allez voir, ce n'est pas la première apparition auquel ils vont faire. Vraiment pas la première. Parce qu'il y a la deuxième. Donc, c'est uniquement deux. Donc, voilà. Le troisième match, c'est un match de strap match, ou le match de la sangle, entre Eddie Thorpe contre Trick Williams. Alors, tout a commencé, bien sûr. Trick Williams était champion de la NXT et que Eddie Thorpe voulait avoir sa chance et que à chaque fois quand il faisait semblant d'être blessé, je pense notamment à NXT Deadline auquel il a fait semblant d'être blessé alors qu'il pouvait participer et que il voulait être opportuniste. Il voulait réellement être opportuniste et surtout avoir une chance au titre, mais à chaque fois, il perdait que ce soit contre Trick Williams et même contre Obafemi. Donc c'est pour vous dire. Et du coup, il avait même aussi coûté le match et le titre à Trick Williams, et c'est pour ça que Trick Williams n'est plus champion de la NXT de nos jours, vu comment c'est Obafemi qui est devenu champion. Donc quelque part, la faute vient sûrement de Eddie Thorpe. Et quelque part, on assiste peut-être à une transformation
de Trick Williams en tant que heel, mais rien n'est sûr, hein. Je dis ça comme ça, mais rien n'est sûr. Vu comment il veut se venger de la perte de son titre face à Eddie Thorpe, lui, il veut régler ses comptes en faisant un strap match, tout en énervant la direction. Et du coup, bien sûr, le match a eu lieu. Donc, c'est pour ça que ce match-là, pas trop à citer, si ce n'est qu'il y a eu que de la punition entre les deux hommes. Vraiment que de la punition. C'était des coups de ceinture à gogo, que des coups de ceinture. Et parfois des prises aussi, hein. Quelques prises. Même si dans ce match-là, j'étais persuadé que le vainqueur ce serait le plus logique et pas celui auquel on s'attend le plus. Un peu comme ce qui s'est passé au Royal Rumble de cette année. On s'attendait à une victoire le plus logique, mais on s'attendait pas à quelque chose de si surprenant. Et que Trick avait l'avantage, il pouvait en finir très vite ce match, mais Eddie Thorpe a vu une occasion, et lui, en bon opportuniste également, et avec un peu de malice, il utilise ses stratégies, ses fameux coups de ceinture, et sa fameuse prise, auquel il en vient à bout de Trick Williams. Et quelque part, c'est un peu une victoire pour Eddie Thorpe, surtout en PPV de WWE. Donc quelque part, c'est un peu nouveau pour nous qui remporte un match, surtout en battant quelqu'un de très établi comme Trick Williams à NXT évidemment. Donc vous avez compris, c'est victoire de Eddie Thorpe. Et le match numéro 4, c'est un match simple cette fois-ci. Donc voilà. Ethan Page contre Jevon Evans. Alors, ça aussi, il y a une petite histoire qui dure depuis, je crois, 3 mois, je crois. Ça a commencé en décembre et ça termine justement lors de ce mois février. Le 15 pour être plus précise. Et que il faut savoir, c'est que Ethan Page, lorsqu'il était plus champion de NXT, eh bien il a commencé à nous faire son style Shawn Michaels en faisant j'ai perdu mon sourire, je ne suis pas heureux depuis la perte de mon titre. Donc il a voulu nous jouer une Shawn Michaels et c'est là auquel Jevon Evans est venu en faire une promo avec lui. Mais il faut savoir, c'est que Ethan Page voulait un peu tromper son monde et également martyriser le jeune Jevon Evans et en mettant une chaise autour du cou. Je crois que c'est autour du cou, autour du visage, et auquel il explose la chaise en le faisant écraser la mâchoire de Jevon Evans. Et du coup, Jevon Evans, médicalement, il n'était pas forcément apte dans le kayfabe, bien sûr, je dis bien dans le kayfabe, et qu'il a dû se mettre des genres d'appareils dentaires pour avoir les dents un peu droites, vu comment il avait été endommagé. Et entre-temps, Ethan Page continuait aussi à martyriser d'autres personnes. Si je dis pas de conneries, il y avait Cedric Alexander et Dante Chen, je crois. Et pas de chance pour Cedric Alexander, vu comment il a été licencié de la WWE. Et pourtant, c'est dommage, hein. J'aimais bien ce catcheur, hein. Je peux vous le dire de toute honnêteté. J'adore ce catcheur. Et c'est dommage, c'est que la WWE ne savait pas quoi faire avec lui. Vraiment pas du tout quoi faire. On le renvoie à NXT. On le fait perdre contre des personnes. Certes, ils font ça pour forcer Alexander à mettre d'autres catcheurs en avant. Mais c'est un peu dommage pour lui, honnêtement. Et du coup, on sait où est-ce qu'il pourra aller. Vu comment on sait qu'à la EW, il y a le Hurt Syndicate. Donc à la WWE, c'est ancien Hurt Business. Avec Mantel Van Tervius Porter MVP, Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Donc pour ça, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. De toute façon, est-ce que ça peut en valoir le coup? Aucune idée.
En revanche, je vais un petit peu couper pour un petit peu m'hydrater, si vous permettez. Voilà, je poursuis. Mais vu comment j'ai assez tout dit sur l'avenir de Cédric Alexander dans le catch, même si j'ai parlé que de passage à la AEW, eh bien maintenant je vais parler plutôt du match. Pareil, dans ce match aussi, il n'y a pas trop grand chose à raconter si ce n'est que Jivan Evans veut avoir sa vengeance. Il veut faire payer Ethan Page pour lui avoir brisé la mâchoire et d'être sans prendre à ses amis. Donc du coup, il veut le faire payer, il veut, bah, on va dire, faire exactement à peu près la même chose, ce qu'il lui a fait, même si il va pas passer jusqu'à l'acte pour le faire. Mais pourquoi pas vu comment on est fou. Donc, bien sûr, il tente, mais il se fait parfois trop riposter par Ethan Page, vu comment Ethan Page, bien sûr, il profite de cet instant-là pour retourner l'avantage à Jivan Evans. Et du coup, ben, The Young OG doit trouver une stratégie, et c'est sûrement la voltige, peut-être, la voltige. Et même si ça fait pas tout, tout l'effet escompté, il tente des trucs, hein. Mais à chaque fois, il se fait arrêter par Ethan Page. Et bah, à la fin du match, bien sûr, il avait justement la victoire au bout des mains, pardonnez-moi, en le faisant un Razor's Edge, même s'il appelle le All Ego's Edge, pour la victoire, mais sauf que c'est juste compte de deux. Donc Jivan relève son épaule, il retente, mais Jivan Evans bah, fait sa fameuse prise, le fameux springboard, le springboard air cutter. Et il était persuadé que ce serait la victoire, mais non. C'est aussi uniquement compte de deux. Ils veulent retenter, mais cette fois-ci, il se fait arrêter et il veut, on va dire, riposter. Mais Ethan Page, c'est sûr, il l'arrête et il sait qu'il veut finir le match très sérieusement. Il tente un twist of fate, donc un petit clin d'œil aux Hardys. Et voilà comment il remporte le match. Donc c'est Ethan Page qui bat Jivan Evans, même si entre-temps il avait arrêté en le donnant un coup dans la mâchoire. Donc voilà comment est venue l'origine de sa victoire. Il lui a donné un gros coup dans la mâchoire en le faisant voler à Jivan Evans le protège-dents qu'il portait. Et voilà comment il a pu effectuer cette victoire un peu honteuse. Mais au moins ça permet peut-être que ça continue entre les deux. Si ça continue, tant mieux. Si ça continue pas, tant pis. Voilà tout. Et maintenant, le cinquième match, parce que je l'ai peut-être pas dit au niveau des chiffres. J'ai parlé du premier, du deuxième, du troisième, maintenant du quatrième, maintenant c'est le cinquième. Match triple menace pour le titre NXT. Masculin cette fois-ci. Obafemi contre The 800 Under, même si c'est en un contre un. Austin Theory et Grayson Waller. Faut savoir, c'est que les 800 Under se sont bah, juste installés dans le match, enfin, installés dans l'affrontement entre Obafemi, parce que Obafemi n'avait pas d'autre adversaire à qu'affronter. Et voilà comment il n'y a pas trop d'histoire racontée, pas trop grand chose à dire, si ce n'est que dans le match, je sais que on nous tisse parfois une future trahison, que ce soit pour Theory ou pour Waller. Donc on essaye de jouer avec ça. Par exemple, bien sûr, Austin Theory vante de ses exploits en disant qu'il a battu John Cena à WrestleMania 39, qu'il a été champion des États-Unis, Monsieur Money in the Bank. Il a été, entre autres, le protégé de celui auquel on doit plus prononcer le nom, vu comment le nom devient aussi tabou comme un certain Rabbit Wolverine, et auquel vous devez avoir la référence. Et aussi de la bête incarnée, également, qui suit dans le procès contre McMahon, évidemment. Et que Waller, lui, bien sûr, il vante qu'il est, on va dire, l'une des personnes les plus divertissantes, parce que
il sait, on va dire, comment remonter la sauce, même s'il n'a pas toujours été un grand favori de la foule, et il n'a jamais non plus remporté trop grands titres, si ce n'est le seul titre qu'il a remporté, c'est le titre par équipe de SmackDown, jusqu'à ce que ça se transforme en titre par équipe tout simplement. Et qu'il fait rappeler bien sûr à Austin Theory que à WrestleMania 40, c'était lui qui avait décroché les titres pendant que Theory tenait l'échelle. Donc ça, c'est assez facile de le dire ça, de manière un peu prétentieuse. Donc du coup, il y avait petite tension, mais est-ce que c'est juste pour le troll ou uniquement pour nous faire comprendre que bientôt l'équipe pourra se séparer? Mais finalement, j'y crois moyen. Enfin, pour l'instant, j'y crois pas encore. Même si ils ont fait preuve d'aisance en s'associant pour martyriser Obafemi, pour le matraquer, même si celui qui matraque des gens, c'est Obafemi. Donc bien sûr, les 800 Unders n'échappent pas à la règle, vu comment aussi ils se font martyriser, ils se font taper dans tous les côtés par Obafemi. Et il y avait aussi l'utilisation de tables et aussi de la table des commentateurs qui, il me semble, était un peu trop près du ring. Ça me rappelle à la bonne vieille époque auquel les tables étaient un peu proches du ring et qu'on pouvait commenter à distance. Mais là, faut dire que c'était un peu trop près. Donc bien sûr, il y a eu des tables en bois auxquelles Obafemi est passé à travers, parce que c'est Grayson Waller qui a fait un descendre du coude. Mais après, c'est Obafemi qui fait un powerbomb sur Grayson Waller, ou alors sur Austin Theory, pour faire passer à travers la table des commentateurs. Et du côté du roster principal, je sais que la table des commentateurs sont renforcées, vu comment je vous l'avais déjà dit. Mais bon, pour vous dire, c'est Obafemi qui fait son fameux say down powerbomb sur l'un des deux et qui remporte le match et conserve le titre. Mais voilà, donc c'est victoire de Obafemi. Mais à la fin du match, eh bien, il se fait attaquer par cette nouvelle équipe qui était venue plutôt pour attaquer les deux autres équipes pendant le match à 4 par équipe, on va dire ça comme ça. Et que là, c'est sûr, c'est un peu Obafemi qui joue un peu le rôle de la victime dans tout ça. Et que c'est lui qui se fait bah, mis à terre par une nouvelle faction. Et d'ailleurs, on nous a donné une information, les noms des équipes. Oui. Je pense que ce sont des personnes auxquelles ils sont peu utilisés à la NXT. Et que les noms... Attendez, il faut que je trouve. Les noms sont Dion Lennox, Cutler James, Sakon Sugars, pas évident à prononcer, et Osiris Griffin. Par contre, les trois noms me disent pas grand chose, si ce n'est que Dion Lennox, lui, me dit vraiment quelque chose, vu comment je le voyais les petits temps, quelques semaines, quand il a un match, et auquel parfois il se fait maraber la figure quand c'est d'autres personnes, et que là maintenant il rejoint la faction. Et comme je dis, ça sent un peu le flop, vu comment ça me rappelle l'époque des rétributions. Vraiment. Donc voilà comment on conclut ce segment et ce match. Mais maintenant, je passe directement au main event et je vais couper pour hydrater encore un peu. Voilà, on poursuit pour ce main event. Alors, celui-là, c'est un match à 4, donc un Fatal 4-Way pour le titre féminin de NXT. Et du coup, les participantes sont Julia contre Bayley, contre Roxanne Perez et contre Cora Jade. Alors, ça aussi, il y a quand même quelque chose à dire sur ce match-là. Bon, je suppose que vous connaissez un petit peu Roxanne Perez, vu comment elle est, on va dire, entre autres un peu rancunière parce qu'elle avait perdu le titre féminin d'NXT contre Julia lors
du début d'année 2025 lors du show spécial d'NXT New Year's Evil et auquel elle a perdu cette fois-ci le titre et que là elle veut retenter sa chance pour devenir la prodige, la Miss NXT pour en venir au coup. Et par contre, j'ai dû skipper les passages auxquels il y avait notamment le segment avec Santino Marello, Santino Marella et sa fille Ariana Grace en coulisses avec Ava Raine. Donc pour ça, j'ai dû un peu skipper les passages. Mais vu comment je voulais passer au main event, tout simplement. Donc elle voulait avoir sa chance encore pour le titre, mais vu comment elle avait cité du passé, le présent et le futur, et auquel c'est comme si elle manquait un peu de respect aux anciennes pilières de NXT, notamment les Force Women. Et du coup, ça a attiré l'attention de Bayley, qui arrive, qui essaye, on va dire, de montrer à quel point c'est une vétérante de ce milieu, notamment à NXT, vu comment c'est ici auquel elle a fait ses armes, et qu'elle voulait lui donner des conseils à Roxanne Perez pour être un jour être la plus grande lutteuse au monde, et que bien sûr, Roxanne Perez, un peu taquin, un peu une taquine, pourrais dire ça, elle manque un peu de respect à Bayley, alors qu'elle était fan quand elle était petite, ça parce qu'elle le raconte, et qu'elle dit qu'elle n'a pas besoin de conseils vu comment c'est elle, c'est la prodige, et qu'elle a été 2 fois championne NXT, une chose que Bayley n'a pas été, on va dire, 2 fois championne. Oui, c'est un peu vrai, je suis d'accord. Mais c'est un peu prétentieuse de sa part, vu comment a cité son beau joli palmarès, tous ses exploits. C'est vrai que on peut se dire, ah mais c'est un peu une petite connasse, si vous voulez mon avis. Bon après, je veux pas être trop méchant envers elle, vu comment je l'apprécie de tout cœur. Et du coup, on en vient à cette histoire auquel on voit une vétérante montrer l'exemple aux jeunes, mais les jeunes veulent manquer du respect comme s'ils veulent rien apprendre des anciennes, et que ça crée un peu de la dissension. De toute façon, avec Roxanne Perez, on peut s'attendre toujours à de la dissension et qu'elle cherche un peu trop la bagarre, selon moi. Bon, bien sûr, ils ont tous les deux, soi-disant, remporté un match chacune. Roxanne et Bayley. euh, pour devenir les challengeuses au titre féminin de Julia. Mais peu à peu, après, il y a Cora Jade, qui est un peu la dernière de cette histoire, vu comment, certes, elle est un peu tiraillée parce qu'elle n'a pas réussi également Roxanne à devenir championne, eh bien Cora Jade veut également devenir championne également, alors qu'elle est amie avec Roxanne Perez. Eh bien, on sent un peu le désaccord entre les deux. Je sais pas si c'est un teasing également, mais faut dire que la WWE adore jouer, mais beaucoup trop, avec le teasing de future trahison. Donc, quelque part, ah, tu, tu dévoiles trop tes intentions au bout d'un moment. Donc également, elle veut devenir championne. Mais après, pour Cora Jade, c'est un petit peu particulier. Je trouve que depuis qu'elle est revenue de blessure, elle enchaîne quand même quelques défaites. Et que parfois, on a un petit peu peur pour elle qu'elle se blesse gravement également. Donc quelque part, il y a un petit manque de confiance. Mais bon, elle veut devenir également championne, elle veut le titre, et c'est pour ça qu'elle a battu Bayley récemment pour être incrustée au match. Et bien sûr, Ava Raine, donc la fille du rock, trop gentille, donne trop d'opportunités à quelques personnes, alors que la plupart parfois ne peuvent pas partir de l'équation. Mais c'est un peu comme s'il y avait une cheveux sous la soupe, si vous voulez mon avis. Donc dans le match, bien sûr, il y a d'un côté les faces, d'un côté les heels. Petite alliance entre les faces et également envers les heels. Parfois, petite alliance improbable entre face et heel.
Beaucoup d'enchaînements sur enchaînement et enchaînement. Voilà comment je pourrais résumer que des enchaînements, des tentatives de tomber qui va remporter le titre. Tout se joue sur... enfin, pas sur le suspense, mais qui remporte le match. Parce que sur le suspense, c'est un peu trop demandé. Est-ce que c'est Roxanne Perez à nouveau? Est-ce que c'est Cora Jade pour, la première fois? Est-ce que ce serait également Bailey pour la seconde fois? Ou alors, sans trop surprise, la championne qui conserve et qui en vient à bout de ses trois adversaires? Bon, après, pas mal de psychologie, de tactique des face, alors que du côté des heels, elles veulent s'organiser pour, l'une des deux remporter le match au pire, mais à chaque fois, la jalousie de l'un fait remonter les gonds de l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elles sortent ces gonds un peu Roxanne Perez et également Cora Jade, vu comment on sent qu'en Cora Jade il y a un peu de la jalousie, vu comment elle voit que sa meilleure amie est championne, enfin elle a été championne, eh bien elle veut le devenir. Et pour ça, pour être championne, il faut éviter de se blesser. Et également qu'on te fasse un minimum confiance, sur tous les aspects. Même si t'es pas forcément l'une des meilleures catcheuses au monde, tu n'es pas non plus, on va dire, extrêmement tendante sur le ring. Enfin, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je dis ce que je peux voir et ce qu'on me donne l'impression de voir. Alors que du côté de Bailey, peut-être que elle n'a pas forcément trop besoin d'avoir le titre pour faire de l'ombre à tous ces jeunes talents. Peut-être qu'elle n'en a pas besoin. Mais quant à Julia, en tant que championne, elle doit faire ses preuves de, de combativité en tant que championne, et auquel je suppose qu'elle elle sait, et elle en est capable. Et qu'il y a eu des tas de prises à porter, que ce soit le tentative de Belly to Belly, le Rose Plant, et également un, un Pop Rocks Code Red de la part de Roxanne Perez, et également un Double Arm DDT de Cora Jade. Et il y a ce fameux coup de genou de Julia auquel, et là je suis sûr que ça va faire sûrement plaisir à mon compère Gail, vu comment à chaque fin de vidéo il conclut toutes ces vidéos en disant un mot. Alors, si vous voulez une indice, parfois on a l'habitude de dire ciao ciao, mais ce n'est pas le nom de la prise de Julia, vu comment, bien sûr, Gail y conclut ses vidéos avec ce fameux Arrivederci. Donc, c'est ces fameux mots auxquels elle utilise dans sa prise. Donc, le fameux coup de genou auquel elle fait le Arrivederci sur Cora Jade. Ensuite, elle s'empare de Roxanne Perez qui était déjà sonnée à la base et qu'elle fait son fameux Michinoku Brainbusters. Je crois que c'est cela. Et qu'elle elle fait le pin sur Roxanne Perez et elle conserve le titre. Donc elle remporte la victoire, elle conserve le titre. Donc elle célèbre sa victoire en public et elle ne célébrera pas toute seule, vu comment il va voir Stéphanie Vaquer, qui est fraîchement couronnée championne nord-américaine, auquel elle vient célébrer avec l'une de ses meilleures rivales dans le circuit indépendant, que ce soit à travers le monde, au Mexique, au Japon ou quelque part aux États-Unis, et qui sont quand même amis, de bonnes amies pour le coup, et c'est pour ça auquel les deux célèbrent leur victoire. Voilà, c'est deux championnes qui clôturent le show de manière très symbolique. Et on pensait que ça serait terminé là, mais il y a également Jordynne Grace qui arrive et qui vient sur le ring, peut-être pour lancer un challenge à l'une des deux championnes, soit pour le titre nord-américaine ou pour le titre NXT, tout simplement. Donc,
c'est officiel. De toute façon, on le sait que c'est officiel depuis longtemps. Jordynne Grace, elle est WWE, elle n'est plus du côté de la TNA et qu'elle a choisi son roster, c'est NXT. Donc c'est totalement NXT et que voilà comment se conclut le show de Vengeance Day et auquel j'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Donc je sais qu'il y a un show auquel je vais essayer de poursuivre parce que là je ne l'ai pas encore vu mais je vais peut-être le voir un coup que c'est disponible. Eh bien c'est le show d'AEW Grand Slam en Australie. Donc si ça sort c'est sûr je vais le sortir et dans pas très longtemps le 17 à ce que j'ai pu voir eh bien il va y avoir Global Force de la AEW et Ring of Honor, et auquel ça vient de nulle part, et auquel je ne savais pas du tout. Et bien sûr, je vais également le voir, et faire une review. Et après cela, je conclurai peut-être avec une review d'un DVD, s'il le faut. Bien sûr, s'il le faut. Donc voilà tout. Je crois que j'ai tout dit sur WWE NXT Vengeance Day 2025. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.